Bien, bonjour à tous, bienvenue au dialogue de la santé, donc sur le thème la prévention coûte que coûte. Et en ce début de deuxième journée, nous allons poser deux questions. La prévention, nouvel Eldorado, objets connectés, vrai progrès, ruée vers l'or ou espionnage consenti. Parce qu'avec le big data, avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet of Things, nous avons tous le sentiment d'être acteurs de la prévention grâce au partage donc des données qui ont une très forte valeur économique. Alors pourquoi et pourquoi faire? Ce sont les questions que nous allons aborder au cours de cette table ronde. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie-Christine Jolan. Vous êtes directrice, je vous en prie, rejoignez-moi, directrice du laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en e-santé, le LIMIX. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir Thomas Schmitt, directeur général de Numa Health, et Laurent Viquenel, directeur commercial santé, donc du marché de la santé pour la France de DocaPost. Bienvenue à vous tous. Et pour animer nos échanges, Guillaume Gralet, rédacteur en chef Sciences et Tech du Poids. Guillaume. Merci beaucoup, super. Non, c'est effectivement des termes dont on parle énormément en ce moment. Tu en as parlé, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. C'est difficile d'avoir une seule journée où on échappe à ce terme. Et puis effectivement, ces fameuses données, alors des données qui peuvent être un peu polémiques, avec qui on les partage. Et ce qu'on fait comme en Angleterre, on les partage aux fameuses big tech. Qu'est-ce qu'on en fait en France avec le Health Data Hub? Est-ce que ça va chez Microsoft? Est-ce que ça doit revenir chez des fournisseurs de cloud français? Mais ces données, elles peuvent effectivement nous permettre aux patients de reprendre le contrôle. Alors, on va aller tout de suite dans le débat parce qu'on a la chance d'avoir trois profils extrêmement complémentaires. Je voulais commencer à vous donner la parole à vous, Laurent, puisque vous êtes directeur commercial en charge de la santé chez DocaPost. C'est un peu le référent IT de la Poste, mais c'est aussi le référent de confiance de nos données de santé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je crois qu'il y a énormément de startups qui bossent là-dessus. Oui, alors c'est vrai que dans cette jungle d'innovation, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Je pense que si on peut schématiser un petit peu, quand on parle de ces solutions, on parle d'interface, on parle de logique et on parle de données. Et pour imaginer mes propos, en fait, on va parler de smartphone, d'applications et de cloud. Et on voit des évolutions arriver. Alors on passe du smartphone à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. D'ailleurs, sur la réalité augmentée, on accompagne Visible Patient du professeur Solaire à Strasbourg, qui fait de la modélisation 3D en réalité augmentée. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir, c'est juste stratosphérique. Et puis l'Internet des objets. Et on voit que l'application, on passe de plus en plus et on percute avec l'AI, enfin l'intelligence artificielle qui arrive à vitesse grand V. Et puis le cloud où on voit la blockchain aussi qui s'invite. C'est important de préciser ça parce que la temporalité n'est pas la même et on voit la vitesse fulgurante que se propage l'intelligence artificielle, mais sur les objets connectés, la temporalité n'est pas la même. On a une réglementation qui est assez contraignante, notamment sur les dispositifs médicaux. Et là, on voit deux grandes tendances. On a le grand public, les objets, on va dire, de wellness qui arrivent, et on a de très belles entreprises dans ce domaine, WeThings, Barracuda, des boîtes françaises. Des boîtes françaises, oui. Il y a plein de startups qui innovent dans ce domaine-là. Et puis je dirais de l'autre côté, on a les historiques, les fabricants de dispositifs médicaux historiques, les grands groupes, qui eux aussi viennent de plus en plus vers le patient par nécessité. On vendait des produits, des produits il y a 20 ans, des dispositifs médicaux en tant que tels. Il y a 20 ans, on a vu cette migration des dispositifs médicaux qui commencent à se connecter, qui apportent des solutions. Et on voit une logique servicielle, donc qui se rapproche du patient avec la création de valeur au travers de dispositifs médicaux connectés. Donc ça, c'est des grandes évolutions que l'on voit aujourd'hui sur le marché. Très rapidement, avant d'aller avec Thomas vers une start-up franco-américaine assez dingue dans ce qu'elle arrive à faire et ce qu'elle veut faire, on parle effectivement, où est le pouvoir en réalité? C'est-à-dire qu'on a ces Français comme WeThings, comme Barracuda. WeThings, c'est un peu les balances connectées. La montre également, donc c'est une montre assez élégante. C'est-à-dire qu'on a, voilà, vous en avez une, c'est super. Je suis coréen, moi je suis désolé. Est-ce que on a la chance de voir émerger
des géants mondiaux à partir des objets connectés depuis la France, ou c'est quoi ce qui est important? Oui, moi, je pense qu'il faut, et on accompagne nous ça dans le groupe La Poste. Je rappelle qu'on a cette initiative depuis maintenant plus de 7 ans qui est la French IoT. C'est plus de 300 startups que l'on accompagne. C'est compliqué, c'est très compliqué, c'est un sport de riches, soyons honnêtes, surtout sur le dispositif médical. C'est beaucoup de moyens, c'est une réglementation très contraignante. C'est la création de valeur aussi qui peut être compliquée. On sait que sur le domaine de l'IoT, il y a 4 grands domaines, 4 business models possibles, soit l'objet connecté, les enjeux de plateforme, les enjeux d'usage ou des enjeux de data. Il faut savoir choisir son camp, etc. Mais je pense qu'on peut, oui, bien sûr, de la France, et on se doit de le faire. Et c'est ce qu'on porte, nous, au sein du groupe DocaPost, avec les enjeux notamment de souveraineté. Bon, super. En tout cas, quand on en parle avec Eric Carrel, le créateur de WeThings, qui a racheté sa boîte à Nokia, c'est intéressant, il y croit encore. Et je rappelle rapidement que DocaPost, vous êtes en alliance avec Bouygues et Outscale, donc la filiale de Dassault Systèmes. Vous créez aussi un cloud souverain, donc c'est très intéressant. NulSpot, ça fait partie des grandes ambitions que l'on porte. Alors nous, chez DocaPost et le groupe La Poste, par extension, la santé est un des axes de développement stratégique. S'il y a bien un groupe qui a été percuté de plein fouet par la numérisation, c'est bien le groupe La Poste. Et la santé fait partie des développements que l'on a. Juste pour information, parce que je pense que tout le monde n'a pas la perception de qui nous sommes réellement, mais on opère le dossier de 45 millions de citoyens en France. Nous sommes le numéro 1 de la consultation de DMP. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de consentements de patients recueillis en 2 ans. Et puis, on a une entreprise comme Eva qui a publié plus de 250 études cliniques, publiées. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors Thomas, est-ce que vous pouvez nous présenter Numa Health, donc avec tout ce que vous voulez faire, notamment avec les prélèvements sanguins. Je crois qu'on va parler un petit peu de modélisation computationnelle notamment. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous et merci à la Villa M et au groupe Pasteur Mutualité pour l'organisation de ces 2 belles journées autour de la prévention. Moi, effectivement, je fais partie de cette jungle de l'innovation dont vous parliez tout à l'heure. J'ai la chance de diriger et d'avoir cofondé Numa Health, qui est une start-up de bioinformatique. On fait de la bioanalyse et de la bioanalyse computationnelle. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'utilisation de données biologiques, donc de biologie de données issues de prélèvements sanguins, qu'on utilise avec des méthodes d'analyse et de modélisation mathématique pour en tirer des données sous-jacentes au développement de pathologies. Donc, être très en amont du développement de la maladie pour vraiment avoir un axe de prédiction, de dépistage même de maladies. Donc, ça, c'est l'axe de recherche. Et puis, on a développé un outil vraiment pour la prévention non spécifique pour très en amont pouvoir modéliser la physiologie, donc en fait modéliser la normalité et pouvoir du coup mettre en avant les premiers déséquilibres biologiques, métaboliques, les mettre en avant et de pouvoir orienter l'individu vers des recommandations qu'on appelle d'intervention non médicamenteuses en santé, c'est-à-dire comment dans la médecine de mode de vie, dans ma façon de vivre, je vais pouvoir réoptimiser ma santé de façon positive et optimiste. Voilà. Alors Numa Health, c'est une entreprise qui s'appuie sur 2 jambes, une jambe ici en France et puis une aux États-Unis. Qu'est-ce que fait le cofondateur aux États-Unis et c'est quoi ses champs de recherche ? En effet, 2 jambes et plutôt le cerveau et les bras. Moi, je suis les bras, donc je suis le cofondateur et sur la partie business. Le cerveau est aux États-Unis. J'ai cofondé l'entreprise avec le docteur Edayat, qui est donc médecin, chercheur, qui travaille beaucoup avec l'université à Chicago et à San Diego. Et lui, il fait de la recherche. Donc, il travaille sur la définition des modèles, la spécificité des modèles, les études cliniques. Et nous, ici, on développe la partie business, la partie relation avec les institutions, avec les centres de recherche. Et donc, voilà, on a finalement notre centre de gravité en plein milieu de l'océan Atlantique. Mais voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est de lier la culture française avec la culture très ouverte des États-Unis et puis 2 cultures aussi de la donnée, de la data, des objets connectés qui sont très différentes. Et peut-être pour en arriver vraiment au sujet de la discussion, c'est comment on utilise toutes ces données parce que le sujet n'est pas dans la multiplication des données, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Pas dans la quantité, mais dans la qualité et comment ensuite on les optimise pour pouvoir individualiser les résultats. Comment est-ce qu'on va s'en servir pour soi, en fait. Voilà, et c'est là, objectif. Vous êtes encore en plein développement. C'est-à-dire que si on vous reparle dans 5 ans, vous en serez où ? En tout cas, vous souhaitez en être où à ce moment-là ?
Eh bien là, oui, on est en plein développement. On vient de finaliser une levée de fonds qui nous permet d'accélérer vraiment, donc de série A, qui nous permet vraiment d'accélérer et la partie recherche et la partie business développement. Dans 5 ans, vraiment, Numa sera, j'en suis intimement persuadé, vraiment leader de la santé, de la biologie préventive et prédictive. Donc comment on utilise des données biologiques de façon assez classique qu'on permet d'optimiser dans l'utilisation pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en amont dans la prédiction du développement des pathologies pour arriver à définir des profils à risque et pouvoir évidemment, grâce à l'individualisation des recommandations, éviter le développement de la pathologie. Parce que c'est bien de la diagnostiquer, mais elle est déjà là. Quelle Comment pathologie, par exemple? Alors là, nos axes de travail, c'est le cancer du pancréas, difficilement diagnosticable et traitable. Ouais. C'est vraiment d'être très en amont pour définir des profils à risque, essayer déjà de modifier énormément d'éléments dans le mode de vie du patient pour pouvoir éviter le développement de la pathologie. On est très en amont, mais voilà l'un de nos scopes et l'un de nos objectifs. Merci beaucoup. Marie-Christine, on va prendre un tout petit peu de recul parce que vous êtes une pionnière. Hein. Quand vous avez expliqué avec qui vous aviez fait votre thèse en intelligence artificielle, j'étais assez surpris et admiratif. Voilà. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Et juste avant, je voulais ajouter qu'en dehors de l'intelligence artificielle, vous êtes intéressé à la psychologie, la neuropsychologie. La neuropsychologie aux États-Unis. Et vous m'expliquez que ces objets connectés, qui doivent nous permettre de reprendre notre liberté, c'est-à-dire d'avoir davantage de prévention, là on est au cœur du sujet, ça peut aussi créer des angoisses. Alors, oui, et je vais revenir là-dessus. D'abord, merci pour votre invitation. Et je vous ai écouté et je pense que c'était très intéressant, mais comme vous dites, avec un petit peu de recul, j'ai l'impression, moi, qu'effectivement, c'est une jungle. Et que, en fait, cette jungle, moi, je l'ai vue se construire, alors mais qu'elle est très importante parce qu'elle va déboucher sur de réelles prédiction ou prévention pour les pathologies qu'on peut développer. Mais comme toute jungle, rentrer dans une jungle, c'est pas facile, et s'y perdre, c'est très facile. Et donc, Laurent a parlé concernant des patients. Il y a aussi la notion d'application au cancer du pancréas. Cancer du sein, c'est moi qui travaille dessus. Et en fait, quelque part, on est devant cette jungle, et quelle est la place du patient, sachant que s'il y va tout seul, non accompagné, il va s'y perdre un peu quand même. Et pourtant, il s'y passe des choses fondamentales, intéressantes, et qu'on est dans une période, dans une société où on travaille pas de son côté, et puis on produit quelque chose, et puis on l'offre. On a besoin de co-construire avec le patient des solutions qui le concernent. Et c'est le cas des objets connectés. Et alors moi, pour répondre à la question, alors je sais plus si c'était sur l'angoisse. Ah, sur l'angoisse. Alors d'abord, pour aller sur l'angoisse, il faut quand même d'abord dire que les objets connectés, c'est des choses, enfin pour faire de la prévention, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, ce sont des choses qui sont peuvent être vraiment très très efficaces et qui sont très importantes. Pour le patient, on parlera des angoisses. Mais d'abord, pour permettre aux professionnels de santé de prendre une décision. Je vais prendre un exemple très simple. Peut-être en psychiatrie, par exemple, où lorsque le patient va voir son médecin une fois par mois, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, les ressentis, etc. Mais finalement, c'est le patient qui interprète ce qu'il a lui-même vécu. Le fait d'avoir des données objectives permet, d'une part, aux médecins d'avoir un continuum des événements qui se sont produits et permet aussi d'avoir une interprétation de la différence entre le ressenti et le vécu chez le patient. Donc on voit bien que ce sont de nouvelles informations, encore, mais qui ont une valeur. Voilà. Des béquilles qui peuvent aider. Voilà. Et d'ailleurs, les objets connectés, quand ils ont démarré, étaient pour beaucoup, parce qu'il y avait un modèle économique derrière, des objets de bien-être. Mais effectivement, moi j'ai vu passer, je le disais tout à l'heure, des jeunes entrepreneurs très capés qui proposaient, il y a déjà presque une dizaine d'années maintenant, plein d'objets connectés. J'ai vu passer la cuillère connectée pour arrêter d'étrangler. Il y avait la
fourchette. La fourchette Du connectée petit-neveu de Jacques Lépine, je me rappelle. le verre connecté. J'ai vu le briquet connecté pour arrêter de fumer. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Il y avait la ceinture connectée chez Belty aussi. Voilà. Les semelles connectées. Voilà. Et c'était à une époque où il n'y avait pas forcément énormément de réglementation et donc finalement la plus-value pour le citoyen de ces objets connectés était très liée au ressenti de chacun. On a tous des comportements différents par rapport à aux nouvelles technologies. On aime ou on n'aime pas du tout. Et là, on est à un tournant où qu'on aime ou qu'on n'aime pas du tout, ça va faire partie des outils pour nous prévenir de certaines maladies. Donc, je crois que le gros challenge, c'est de se former correctement, je fais un raccourci par rapport à ce que je voulais dire, et de venir sur le fait qu'aujourd'hui, alors, ce n'est pas votre cas, parce que vous, finalement, vos interlocuteurs, c'est peut-être des professionnels, pas forcément directement des patients, mais on balance à des gens des solutions connectées pour prendre en charge leur santé, sans forcément assez bien étudier ce qui est ressenti. Un petit exemple, quelque chose qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, c'est tous les objets connectés pour mesurer la glycémie que les diabétiques utilisent. Vous savez, ces petits ronds blancs là, voilà. Moi, j'ai eu une étudiante qui était diabète de type 1. Elle était chinoise. En Chine, elle n'avait absolument pas droit à ça. En France, elle a eu le droit d'avoir ce système. Elle était absolument enthousiasmée, rassurée, tout ce que vous voulez. Et au bout d'1 mois, elle allait tout le temps aux toilettes le vérifier. Ça a été générateur d'angoisse. Alors, elle ne l'a pas enlevé parce que finalement, il a fallu qu'elle s'acculture, qu'elle apprenne à l'utiliser. Je parle trop. Non, c'est super. Non, c'est super. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on se disait tout à l'heure là, pour préparer cette table ronde, c'est qu'il faut personnaliser au maximum l'utilisation. Et puis là, je vais faire un peu mon grand-père de la tech, parce qu'effectivement, des lancements comme ça, moi je me rappelle très bien de la fourchette connectée. Il m'expliquait très sérieusement qu'on allait pouvoir mesurer, regarder le nombre de fois où on portait cette fameuse fourchette vers la bouche et que ça allait agir. C'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte également que la valeur est moins dans les objets, alors qu'avant c'était un peu la foire fouille, que dans les plateformes et l'utilisation des données. Hein. C'est ça si... Alors, moi, je vais juste prendre un exemple, et après je vous laisse la parole. C'est qu'on parlait de la fourchette connectée, mais il y avait aussi la cuillère connectée. Alors, c'était quoi ? Alors, la cuillère connectée, c'était un objet de bien-être pour les gens qui ont des tremblements, donc en particulier. Et vous imaginez que, bon, effectivement, si c'est efficace et que ça empêche la soupe de valser quand on mange, c'est bien, c'est un objet de bien-être. Mais réfléchissons au fait que ça mesure en fait une amplitude et une fréquence. Et que pour un médecin qui va peut-être changer sa prescription parce que ça n'a pas l'air de marcher, et qui va avoir ces données peut-être de réduction d'amplitude et de fréquence, il va pouvoir évaluer l'efficacité de son médicament. Donc là, c'était très utile alors ? C'était utile, mais ce n'était pas vendu comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et pour que ça soit vraiment utile... Je voudrais vous entendre quand même sur la personnalisation, c'est-à-dire qu'il faut que... En fait, il y a aujourd'hui, alors ça c'est un projet qu'on a eu dans le cadre d'une thèse de sciences, le problème n'est pas... le problème n'est pas l'usage des objets, ou l'existence, on va dire, des objets connectés, mais leur usage en fonction de la personne. Il y a des gens qui... il y a plusieurs façons de fournir une information aux gens, soit par l'usage d'objets connectés qui leur rappellent qu'il faut qu'ils se lèvent pour aller marcher, mais d'autres... Ça va pas du tout leur plaire, ça. Et ils vont préférer avoir un mail de temps en temps qui leur dise où vous en êtes. Et en fait, cette personnalisation-là, elle est très importante pour que chacun d'entre nous ait la chance d'être formé à ce que c'est que la prévention de sa santé. Et que les messages, par exemple, du genre manger 5 fruits et légumes par jour, ne sont pas des messages ils sont trop généralistes. Quelque part, il faut qu'on comprenne comment les adapter à notre quotidien, chacun,
pour que ce soit efficace et en fonction de notre morphologie, de nos goûts, etc. Thomas, ouais. Oui, ce qui me rassure, c'est que dans cette jungle, le jeune entrepreneur a une montre française à l'ancienne et vous avez une montre connectée. Moi, je suis une geek. Ça me rassure aussi sur la notion de connexion et d'innovation. En fait, ce qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un choc civilisationnel, sociétal, qui est l'utilisation de ces objets-là qui inondent d'informations. C'est comme l'IA, la technologie de l'IA, tout le monde en parle sans trop savoir ce que c'est. Comme la prévention, tout le monde en parle, il faut définir ce dont on parle. Ce sont des outils. Comment on sert d'un outil ? À quoi sert l'outil? Comment on personnalise l'outil? On a peut-être un peu trop d'outils aujourd'hui, peut-être. C'est pas qu'on en a trop, c'est comment est-ce qu'on les utilise et comment on les rationalise. Parce que la question n'est plus la donnée, on en a partout. La question est comment on range la donnée. Un peu le challenge de toutes les grandes entreprises, de tous les labos. Maintenant, ils créent des banques de données, des data lakes, des data banks, où c'est vraiment là, tout le monde met beaucoup d'argent pour structurer la donnée. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'objectivise, cette donnée? Parce que la notion n'est plus la quantité, mais la qualité. Et encore une fois, ces objets connectés, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on s'en sert comme input. C'est-à-dire qu'on peut en prendre beaucoup, mais après, on la met dans des modèles qui permettent ensuite de personnaliser l'information, de la rationaliser et d'orienter vers des recommandations qui sont adaptées, personnalisées, que l'on comprend. Un de mes profs d'anatomie qui disait, mais pour parler de tous ces outils, il disait, c'est un peu comme un couteau. Un couteau, tu peux t'en servir pour beurrer ta tartine le dimanche matin avec tes enfants, ou tu peux t'en servir pour égorger ta belle-mère le dimanche matin. C'est toujours le même couteau, c'est toujours un outil. Oui, j'aime bien. Pour ma belle-mère, ça fait toujours du bien de balancer ça en conférence. Elle n'est pas dans la salle. Mais ce sont des outils qui doivent être traités d'une façon objective, scientifique, personnalisée. Et c'est la problématique aujourd'hui de la prévention. C'est que la prévention, quand on dit manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est la prévention primaire. Après, il y a la prévention secondaire qui est on est déjà malade et on va éviter les formes graves ou de rebasculer. Il y a un monde entre deux mondes. Il y a un monde entre deux mondes, c'est-à-dire comment est-ce que je personnalise vraiment, je ne suis pas malade, mais je vais vraiment adapter mon mode de vie, adapter ce que je fais grâce aux objets connectés qui vont m'informer. Je vais le traiter, je vais pouvoir ensuite utiliser ces objets connectés pour m'accompagner dans ma vie quotidienne, mais de façon spécifique. Et ce monde-là, c'est le monde dans lequel on vit pour créer une prévention qui est vraiment le monde de demain. Le monde de la modélisation, d'avoir le plan du moteur et de pouvoir se dire à quel moment il y a une pièce qui commence à déconner, par ces mots de terme, mais de pouvoir tout de suite agir dessus, ne pas attendre qu'il soit trop tard et ne plus voir la santé comme étant binaire. Soit je suis en bonne santé, il y a tout à faire, mais quand c'est vrai pour tout le monde, c'est généralement faux pour l'individu. Mon grand-père me disait, fais du sport, c'est bon pour le corps. Alors, il était médaillé olympique, c'est super, mais quel type de sport? Pour quel moment de ma vie? Je dois individualiser ça. Quelle discipline il faisait? De l'aviron. D'accord. Juste, on voit effectivement de plus en plus d'objets connectés, ça va nous permettre de multiplier les données. Certaines données vont être qualifiées, on va pouvoir s'en servir. Il y a quand même cette crainte de voir les données échapper aux patients et aux médecins qui doivent s'en servir pour l'aider. On a beaucoup parlé, effectivement, tout à l'heure, j'en parlais du Health Data Hub. Est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce que c'est vraiment il y a une spécificité des données de santé? Vous avez des ambitions mondiales, Thomas. Est-ce qu'en France, on est parano, pas assez, ou quel regard il faut avoir avec ces données de santé? Je dirais qu'en France, on est toujours un peu en retard. Du coup, dès que ça tombe très fort, très dur. Donc, c'est vrai que la réglementation devient de plus en plus stricte, et tant mieux. Il y a une vraie différence avec les pays européens, c'est en train de s'homogénéiser, mais aux États-Unis, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même monde. C'est la première information quand on parle évidemment à des professionnels de santé, même à des clients, c'est de dire comment sont gérées les données. Avant de parler de notre spécificité, de notre spécialité, de notre sérieux, de la science, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait des données. Mais ça devient peut-être complètement irrationnel, parce que, je veux dire, dans cette remonte-là, où vont les données, pardon. Dans mon téléphone, où vont les données? On est dans cette irrationalité-là. Mais... Juste par rapport au terme, qu'est-ce qu'on fait des données? En première instance, pourquoi on les a collectées, mais qu'est-ce qu'on en refait après? Comment on les redirige vers d'autres usages. Et là, on a quand même un problème de sécurité. Non, par rapport au fait que... Oui, enfin, les assureurs sont... Oui, bien sûr, il y a l'exemple...
Oui. Mais je pense même pour faire de la recherche. Hein. On voit des gens à l'hôpital. Maintenant, on leur demande un consentement pour pouvoir réutiliser leurs données dans des essais cliniques. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Mais où vont ces données? Qui les regarde, tout ça? La personne n'est plus maître. Je voulais juste intervenir parce que vous avez raison. Allô? Oui. C'est bon, on vous entend. On parle beaucoup bien sûr des données de santé. Alors, les choses sont très très claires et très directes. Et en effet, rien ne se passe sans le consentement du patient. Et je dirais même consentement éclairé quand on est dans la recherche clinique. Mais ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Qu'est-ce que l'on fait de ces données? Et je pense qu'il va falloir quand même qu'on se rende compte que ces données, c'est, alors j'ai les chiffres, 47 milliards de téraoctets. Ouais, à chaque fois, c'est des trucs énormes. C'est colossal. Non, ça se multiplie, mais ça se multiplie. C'est surtout ça. Je vais en donner un autre qui est plus parlant. Ouais. C'est que tous les 73 jours, la volumétrie se multiplie par 2. D'accord. On double. Voilà de quoi on parle. C'est la loi de Moore, puissance. C'est colossal. Et on parle de la donnée de santé, on parle beaucoup d'IoT patient, mais l'IoT, c'est partout. Aujourd'hui, une voiture est connectée. Le frigo est connecté. Il y a du potentiel dans la prévention, dans tout ça. On est bien d'accord. Et ne pas comprendre que cette donnée, au sens, alors avec tous les écueils, toute la réglementation, ne pas comprendre que cette donnée est un élément stratégique qui va définir ce que va être la santé de demain, c'est une grave erreur. C'est-à-dire qu'il va falloir, et c'est ce que nous on porte chez DocaPost, c'est de faire de la donnée un élément stratégique. Pour faire quoi, concrètement? Il y a bien sûr la donnée de patient, des visées de recherche clinique par exemple, personnalisation bien sûr, mais aussi d'efficience organisationnelle, d'optimisation logistique. Et s'il y a bien un domaine, si on reprend l'IoT, où il a été le plus pertinent, c'est bien la logistique. Donc dans tous ces domaines-là, on doit aller avec une vision, ce qu'on appelle data-driven, une vision de pilotage par la donnée. Ça ne suffira pas. Dans la santé, ça reste une notion humaine, bien sûr, et de professionnel de soins aussi, il ne faut pas oublier, surtout dans les temps qui courent. Mais je pense qu'il est très important qu'on ait cette vision d'utilisation, de définition d'utilisation de la data au sens stratégique du terme. Oui, et puis une petite parenthèse un peu mode de vie, on a vu que la toute dernière version de GPT-4 d'OpenAI vous permet, lorsque vous prenez une photo de votre frigo, va vous recommander des recettes, mais il y a tout un débat sur savoir où vont les données, c'est-à-dire que l'Italie vient d'interdire ChatGPT en Italie, alors ça va peut-être réouvrir à cause de ça, c'est-à-dire que les données, on ne sait pas où du tout elles vont. C'est un sujet qui est très très hype. Moi, je vais juste donner un exemple. Il faut pas quand même trop être naïf avec l'utilisation de ces solutions-là. Il y a un grand groupe coréen qui fabrique des smartphones. Je crois que vous avez vu l'article il n'y a pas longtemps, qui avait demandé à ses salariés d'utiliser ChatGPT parce qu'on est dans quelque chose qui va de plus en plus rapide. Il y a la concurrence, la productivité, etc. Donc c'est vrai que c'est très séduisant d'utiliser ces technologies-là. Sauf qu'ils ont mis des données sensibles de l'entreprise sur ces sujets-là. Et en fait, ils ont quelque part ouvert les livres sur quoi ils travaillaient. Donc oui, il ne faut pas être naïf. Ouais. Ça reste des outils. C'est-à-dire que, comme tu disais très bien, il y a 100 ans, l'électricité, c'était courant fort, courant alternatif, Tesla, Edison, etc. Mais avec l'électricité, Edison électrocutait des chiens. Aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer du courant alternatif. Ça a à la fois un effet bénéfique, mais ça peut être aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Alors justement, avant de parler avec la salle, sur plein de questions, moi je voulais revenir avec vous, Marie-Christine, sur l'utilisation des données dans votre champ de recherche, parce que finalement on en a relativement peu parlé, et sur quoi vous travaillez exactement et en quoi les données peuvent être utiles. Alors nous, notre champ de recherche, c'est essentiellement de donner du sens aux données. C'est-à-dire qu'en fait, on développe, on fait de l'intelligence artificielle, donc on développe des algorithmes qui permettent de combiner beaucoup de données pour essayer d'en extraire, je dirais, une décision, une classification, une orientation décisionnelle. On sait à peu près comment ça marche, mais quand il y a énormément de données, ça ressemble un peu à des boîtes noires. Et même si le résultat est parfois très, comment dirais-je, très convaincant. Hein. D'ailleurs, je pense que la renaissance de l'IA est arrivée dans les années 2017 avec l'application de ces algorithmes qui étaient déjà utilisés par Google pour classer les photos des gens. Hein. Transformer, non, ça s'appelait, c'était le système de Go, AlphaGo.
Et en fait, ces systèmes-là a permis de classer des images de, comment on appelle ça, des grains de beauté, comme étant des tumeurs ou pas. Et la grande surprise, je dirais, ça a été que la performance statistique de ces systèmes-là était excellente. Ils faisaient mieux que l'homme parce qu'ils ne se fatiguent pas, parce qu'ils sont très reproductibles, etc. Par contre, chose que les gens ne vous voyez pas forcément, c'est qu'ils font quand même des erreurs et ils ne font pas celles que l'homme ferait souvent. Donc il y a un gros problème de responsabilité, voilà. Mais ça a déclenché un BINS et surtout, ça a commencé à déclencher une espèce de ruée. Alors vous avez dit ruée vers l'or, mais enfin, on a vu quand même des personnes proposer sur des smartphones des applications où vous preniez en photo votre grain de beauté, vous l'envoyez votre image, elle fait 3 fois le tour de la Terre, elle s'arrête dans tous les clouds qu'il faut, elle va à la Silicon Valley, elle revient en vous disant « vous avez un cancer ». Chouette. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc là, on voit un peu la limite. Il y a... Enfin, je ne vais pas dire que c'est comme le nucléaire, mais les technologies sont magnifiques. La recherche sur les données, elle est magnifique. Mais à partir du moment où elle sort de la main du chercheur, et là, on est un peu dépassé. Moi, je suis un peu dépassée par ce renouveau de l'IA qu'on entend partout, et je pressens quand même des illusions, on va dire, bon, probablement. Voilà. C'était pas la question. C'est pas la question, non. C'est bon. Juste en complément, il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est la consommation énergétique de tout ça. Parce que AlphaGo, c'était une petite ville quand même. Donc on ne pourra pas non plus, il va falloir aussi, dans l'usage de ces solutions-là, être rationalisé et être frugal aussi. J'ai un petit exemple. Un petit exemple à donner, c'est la ville d'Oklahoma City. Je ne sais pas si vous la connaissez peut-être parce qu'il y a eu un attentat là-bas il y a les années 95, je crois. Mais cette ville était réputée pour être la plus grosse des États-Unis. C'est-à-dire pour la population, c'est celle qui pesait le plus lourd parce qu'il y avait énormément d'obèses. Et le maire de la cité a décidé de prendre ça en charge. C'était en 2011, c'est pas si vieux que ça. Et de donner aux gens des objets connectés, d'enlever tous les fast-food de la ville, de les mettre en périphérie et de mettre des parcs à la place et de faire des programmes pour les enfants, en particulier ceux qui étaient obèses et qui développaient des diabètes. Eh bien, en 2017, ils ont réussi leur pari et ils ont perdu plus d'1 million de tonnes voilà, en utilisant ces technologies. Alors, évidemment, à l'échelle d'une ville, c'est possible. Ça fait quand même très Big Brother, cachons pas. Mais voilà le type d'exemple. Merci à vous. Je propose peut-être que l'on prenne quelques questions. Et juste Thomas, il voulait dire un tout petit mot. Mais oui, pardon. Oui, c'est peut-être pour, non pas conclure, mais pour refaire un lien avec la thématique de la prévention. Ce qui nous intéresse beaucoup chez Numa, c'est de permettre d'utiliser ces outils à destination de la prévention de chacun. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient recouper avec les thèmes d'hier et de certains médecins. Et en fait, on se confronte souvent à une question très philosophique, en fait très ontologique même, de qu'est-ce que la prévention ? Parce qu'on a été formé à combattre la maladie, c'est-à-dire d'agir lorsque je suis malade, je consulte un médecin, je prends une molécule chimico-active. Et là, en fait, dans la prévention, il faut changer de paradigme et de se dire, je dois agir avant, quoi qu'il arrive, même si ça va bien, je dois changer mes habitudes, je dois combattre des pensées limitantes, je dois combattre tout un tas de choses. Et là, on n'est plus dans l'ordre de la tech, on est vraiment dans l'ordre de la problématique philosophique. Et donc, comment est-ce qu'on utilise ces outils pour pouvoir modifier aussi la façon de penser, la façon d'agir et accompagner ce changement qui est un changement sociétal, philosophique. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse, c'est de lier la science avec cette problématique beaucoup plus profonde. Changement de perspective radicale, ouais. Merci beaucoup. J'imagine que vous aviez des questions. Oui, nous avons une question au deuxième rang. On a également sur Internet, puisque nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent en ligne. Anne, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, Anne de Danne, moi j'ai une question éthique. Vous avez dit, madame, qu'il y avait le meilleur et le pire. Donc, comment évite-t-on le pire ? Et deuxième question liée à ce que vous venez de dire, monsieur, comment est-ce qu'on embarque tout le monde et qu'on ne fait pas de ces nouvelles technologies une nouvelle exclusion de plus ? Merci.
Marie-Christine. Alors, déjà, au niveau de l'éthique, j'ai écouté la deuxième question et du coup, c'est l'âge. Ah oui, Ah oui, d'inégalité. Je vais vous dire, elles le sont comme le sont toutes les technologies. Quand vous avez des départements chirurgicaux qui ont des appareils extrêmement sophistiqués. Si vous habitez à 300 mètres, vous en bénéficiez. Si vous habitez à 500 km, vous n'en bénéficiez pas. Ces problèmes d'égalité, elles sont récurrents. Et de fait, je pense que déjà, si la question est traitée en amont, et aujourd'hui, quand on développe des nouvelles technologies, c'est quelque chose que l'on fait, c'est ce qu'on appelle ethic by design, à savoir on prend cette question éthique à l'origine de ce que l'on va développer, et on essaye de faire au mieux. Et ça, c'est la première réponse sur le montage d'un projet, d'une nouvelle technologie. Et puis, il y a tout ce qui a la réglementation aussi, qui est extrêmement complexe. Alors évidemment, nous, on travaille avec des labos pharmaceutiques, par exemple. Ils n'utilisent pas les données en France parce qu'ils ne peuvent pas les utiliser, et donc ils vont les prendre aux États-Unis. On est trop contraignant en France, c'est ça ? Voilà, parce qu'on est trop contraignant en France et ils vont les utiliser aux États-Unis. Il doit y avoir un juste milieu, mais d'un autre côté, peut-être que d'autres ont une meilleure réponse, mais voilà. Sur le côté inclusion, peut-être Alors, sur le côté inclusion, nous, c'est un sujet évidemment qui... on est un acteur de proximité, donc on essaye évidemment au travers du travail notamment de nos interfaces utilisateurs. On a une équipe de 70 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. C'est déjà un chemin, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à des solutions plutôt que des systèmes qui visent à l'inclusion. Donc je m'explique. Si on prend une personne âgée, par exemple, à domicile, dans le cas de la prévention ou par exemple de la détection de chute, des choses comme ça, on peut aller sur un sujet avec le médaillon, enfin des choses assez classiques. On peut aussi imaginer, et ça, on fait plus que l'imaginer, parce qu'il y a des sociétés qui le proposent, de faire de l'analyse comportementale, donc avec des capteurs qui sont placés dans la maison. Là, pour le coup, la personne âgée ne fait rien, elle n'a rien à faire finalement, et en fait, le système par lui-même va analyser son comportement avec toute la bienveillance, etc., etc. Mais ça permet aussi à cette personne de rester chez elle, c'est quand même ce que les personnes âgées souhaitent finalement. Et là, on utilise de la technologie qui est complètement invisible, donc inclusive, et qui apporte un vrai service, notamment de protection et d'assurance. Là, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que là encore, c'est une expérience. Je suis allée à Waterloo, au Canada, et j'ai pu visiter une maison, un village, dans lequel toutes les maisons sont connectées de façon très respectueuse et tout. Mais là, en fait, c'est pour des gens qui sont à la retraite. Là, dès que la personne passe le portillon du village, elle est complètement scannée sans s'en rendre compte. Il y a des... c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Mais c'est le coût. Ouais, c'est ça. Le coût d'un appartement là-dedans, c'est pas possible. La solution dont vous parliez, si on peut la chiffrer. On ne fournit pas d'objets connectés chez c'est un démonstrateur. Ouais. Mais il y a des entreprises comme Télégraphique qui font ça très bien. Il y a eu Senior Adam qui avait cette approche-là qui a été rachetée par Vive. Donc on voit bien que c'est une grande tendance. Donc il y a des business models qui sont afférents et qui sont acceptables. Et puis on le voit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on voit le marché du grand public qui va vers ça. C'est-à-dire que les objets commencent à être connectés nativement, by design. Et donc ce qui est intéressant, c'est la valeur qu'on va créer au travers de ces objets connectés. Donc, une voiture aujourd'hui est connectée. Une maison est de plus en plus connectée. Alors, on voit là encore les systèmes d'alarme, etc. On a du mal à comprendre entre la domotique, etc., etc. On est dans un univers où, en fait, encore aujourd'hui, on demande à la maison allume les lumières. Bon, ok, c'est sympa, mais c'est pas très... Je pense qu'on arrive à l'étape d'après. C'est que la maison va allumer la lumière avec intelligence, en vérifiant en même temps la consommation d'énergie et avec toute cette intelligence qu'il va y avoir derrière, à la fois d'économie, de confort et de sécurité autour de la... Donc c'est vers ça que l'on tend. Merci. Alors je propose peut-être que l'on prenne une question dans le chat. Nous sommes face à une déferlante de maladies chroniques, dont le surpoids et l'obésité. Concernant la prise en charge de ces maladies, est-il raisonnable de penser que l'individu puisse se prendre en charge tout seul avec l'IoT, l'IA, etc. J'ai une réponse simple, éducation. D'accord. Dès l'école, dès la maternelle.
Oui, moi je suis d'accord. Je pense service aussi. Je pense que on fait beaucoup on le disait tout à l'heure, on fait beaucoup d'informations sur manger des fruits et légumes, etc. Il ne faut pas fumer, il faut aller courir, etc. Plein de trucs, plein d'injonctions. Qui le suit vraiment? C'est-à-dire que qui suit ça? Qui mange des fruits et légumes, etc. C'est compliqué, quoi. Je veux dire, il faut. Et puis qui a les moyens aussi de faire tout ça? Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette réflexion d'arriver à des services qui soient à valeur pour les citoyens, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qui soient pertinents. Moi, j'ai un exemple qui vient en tête en parlant. Là, c'est une application. Je n'ai pas d'action dans cette application, mais je suis un fan de cette application. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Joe, J-O-W. Et eux, ils ont un concept qui est très simple, je crois, qui répond à la question de tout le monde. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est-à-dire que c'est très compliqué, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et facilement, on va aller faire quelque chose de, on va prendre de simple, et pas forcément très diététique. Et eux, en fait, ils ont résolu la chose avec une interface que je trouve, et en plus avec l'intelligence d'aller jusqu'au bout de la chaîne. En fait, vous donnez vos repas, vous faites votre famille, vous donnez vos allergies, etc. Donc c'est assez simple d'utilisation. Ça vous propose des repas. Vous pouvez choisir rapidement, c'est très chouette en termes d'intérêt. Et une fois que ça c'est fait, ça vous fait votre liste de courses et ça vous demande où est-ce que vous voulez aller. Et ça vous fait votre liste de courses dans le drive. Non, j'entends, mais ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que ça vous fait manger des choses que vous n'auriez pas l'habitude de manger. Ce qui est plus compliqué finalement, parce que là, il faut gérer du stock et c'est pas très simple à faire. Donc là, il n'y a pas de stock à gérer. Pour le coup, c'est avec les quantités qui sont nécessaires, des plats qui sont à cuisiner, donc c'est pas non plus du préparé, etc., etc. Je trouve que c'est très intelligent. Et je me demande même pourquoi il n'y aurait pas des mutuelles qui pourraient être intéressées à avoir. Enfin, je lance l'idée, hein, et je répète, je n'ai pas d'action dans cette entreprise. Vous l'avez déjà fait pour ce soir? Non. Je l'ai déjà fait pour ce soir. Alors? C'est excellent. Ouais, Très bien. Merci. Je suis un peu dans la contradiction parce que j'ai l'impression d'être peut-être jeune et en même temps être un peu à l'opposé de ça. C'est-à-dire que j'ai pas de tablette, j'aime le livre, je suis un sensualiste, quoi. J'aime les choses, j'aime les recettes. Les magazines. Voilà, penser à ma grand-mère quand je fais à dîner pour mes enfants. Mais pour revenir à la question, peut-être, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas une réponse. Pardon, la question dernière, il n'y a pas une réponse simple. On en parlait hier. C'est complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a tous les acteurs qui doivent vraiment aller dans ce sens-là. Les acteurs publics, les acteurs privés, comme nous, start-up, notre objectif c'est cela, mais les acteurs, on parle de groupes Pasteur Mutualité, des mutuelles, c'est-à-dire ceux qui payent, et Dieu sait que GPM est à la pointe de l'innovation sur les sujets de prévention, et c'est d'ailleurs le cas de l'organisation de ces 2 journées-là. L'État, évidemment, la pédagogie, mais c'est certain d'expliquer aux enfants ce que c'est que faire un plat, l'importance de prendre le temps aussi de tout cela. Donc ça se passe par la transmission, mais évidemment on en revient, les objets connectés, la science permet de... Mais il n'y a pas une solution, il n'y a pas une unique solution, c'est vraiment une complexité, un entremêlat de choses et d'intérêts, et comme disait Einstein, c'est vraiment l'entremêlat des intérêts qui va donner la puissance et le résultat, et de tous ces acteurs qui participent à un vrai changement de société, parce que c'est un changement de société, un changement de compréhension du vivant qui doit s'opérer. Et nous sommes des acteurs de la santé et on participe comme un petit colibri à ce changement de société. Je voulais juste rajouter que là, c'est parfait comme exemple, juste pour dire qu'au bout du compte, il ne faut pas prendre toutes ces nouvelles approches comme des injonctions, et que chacun est légitime à l'accueillir comme il le souhaite. Et il y a quelque chose pour lui dans tout ça, à sa façon. Merci. Voilà, on va prendre une dernière question. Le micro est... Voilà. Oui, très rapidement, moi j'ai 2 petites questions. Est-ce que tous ces faisceaux d'outils peuvent permettre de passer d'une prévention qui reste encore très largement descendante, coercitive, infantilisante, à des choses finalement plus valorisantes, plus individuelles, plus basées sur le nudge, etc. Changer de paradigme, hein, ce qui a beaucoup à faire. Et puis la deuxième question, qui est corrélée avec ce que vous disiez sur la philosophie, est-ce que finalement la perception par rapport à ces enjeux est très connotée aussi culturellement? Elle n'est pas la même à travers le monde et la défiance vis-à-vis de la donnée non plus. Est-ce que dans un monde extrêmement anxiogène, si on se projette de manière prospective, comment vous mesurez, vous, l'acceptabilité sociale dans nos sociétés là-dessus? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de peur ou au contraire de plus en plus d'acceptabilité? Très bonne question. Merci de l'avoir posée.
c'est vraiment le centre de notre travail, c'est le nudge, hein, aussi le marketing social, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour utiliser, c'est vraiment la vision de la santé positive. C'est-à-dire que là où on parle de prévention, on a l'impression qu'on ne parle que de restriction. L'idée, c'est de changer cette vision-là et de se dire, en fait, la santé est un potentiel. On le voit comme un potentiel. Et de se dire comment est-ce qu'on arrive à mesurer ce potentiel, le comprendre et agir de façon positive. Et pas de se dire, en fait, il n'y a que des risques. Il n'y a qu'un aspect positif à se prendre en charge. Mais on se prend en charge en ayant une compréhension de ça. C'est-à-dire rendre le patient, l'individu acteur, ça veut dire qu'il comprend ce qu'il fait. Et quand il comprend, quand on intègre, il y a ce qu'on appelle une motivation intrinsèque qui permet de passer à l'action. S'il n'y a que des injonctions, la plupart du temps, on ne fait pas. Comme quand on est enfant, fais ci, fais ça, par définition, je vais prendre la tangente. J'étais le professionnel pour ça. Mais quand on amène de la compréhension, pourquoi on le fait, de la pédagogie, là, on sent qu'il y a une vraie transformation, il y a un vrai passage à l'action. Et là, il y a, encore une fois, de la technologie, de la réflexion, des nudges, évidemment, tout un tas de méthodologies qu'on essaye de mettre en place pour faire passer à l'action et prendre conscience, en fait, que la maladie, c'est donner les clés du camion à un professionnel, parce qu'il sait conduire et qui va nous aider et nous accompagner, c'est très important, et on donne des outils aux professionnels de santé pour être encore plus efficaces. La prévention, on a les clés du camion, c'est notre propre camion, et on doit vraiment apprendre à conduire. Et je reviens sur l'aspect pédagogie. Donc, voilà. Alors ensuite, l'internationalisation, c'est un autre sujet, il y a un sujet réglementaire vraiment complexe, mais disons qu'à notre petit niveau aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent et c'est ce vers quoi on va et on souhaite aller encore. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée. On vous applaudit, on vous remercie. Merci. C'était effectivement passionnant et je pense d'ailleurs qu'on reviendra, Guillaume, sur ces sujets. Ouais, c'est super, qu'il est intéressant. Extrêmement Merci important de suivre. Merci encore à vous.